Alors pour moi, la montgolfière dans ma vie, c'est vraiment une soupape. Ça me permet de lâcher prise, je suis déconnectée de la vie active. La liberté de la montgolfière, c'est qu'en fait, on ne peut rien choisir. On est là, on a un balcon à 360 degrés au-dessus de notre belle France. La montgolfière, c'est un sport parce que, avant tout, c'est physique. Et après, c'est surtout sportif dans l'esprit. Quand j'en parle, c'est réaliser votre rêve d'enfant. Nous sommes au 46e championnat de France de montgolfière qui se déroule du 11 au 15 août 2020 à Arquet-Senans dans le Doubs. Nous avons 33 pilotes en compétition cette année et ils vont concourir pour le titre de champion de France. Nous sommes à Arquet-Senans où se déroule la 46e édition du championnat de France de montgolfière. 35 pilotes sont en compétition, dont 2 pilotes étrangers. En quelques mots, qu'est-ce qu'un championnat de montgolfière? En quoi ça consiste? Quelles sont les épreuves? Et comment définir la ou le champion de cette édition? Le championnat de France de montgolfière se déroule sur plusieurs jours, cette année du 11 au 15 août 2020, avec des vols le matin et en fin de journée car les pilotes volent essentiellement avec le lever et le coucher du soleil. Officiellement, le championnat est lancé cet après-midi. Donc ce matin, c'était une épreuve qu'on avait déterminée dans la team. Enfin, on avait mis 3 épreuves et donc c'est nous qui les déterminons. On n'a pas de fiche d'épreuve encore, ça sera ce soir. Et ça permet de se mettre en route, quoi, de chauffer la machine toute la semaine. Là. Lors des vols d'entraînement, une fois avoir défini les coordonnées d'une cible en fonction du vent, les équipes partent à la recherche d'un terrain pour décoller. S'ensuit alors un enchaînement presque chorégraphique pour déployer puis gonfler le ballon avant le décollage. Généralement, une équipe est composée de 4 personnes. Un pilote de montgolfière qui est accompagné d'un navigateur et un pilote de la voiture également épaulé d'un navigateur. Il est primordial d'avoir une équipe au sol appelée poursuite car l'itinéraire que va parcourir le ballon dépend notamment de la direction des vents qui se définit au fur et à mesure du vol. Il est donc nécessaire de savoir jongler entre anticipation et réactivité. Ouais, du coup, on a toujours 270 au sol et après, dès qu'on remonte à 100 mètres, on reprend du 0,10. Target mis en place, on peut lâcher un marqueur. Et à l'entrée des salines, il y a toujours les bouts de bois, quoi. Concernant les épreuves, pour simplifier, il y en a 2 types, physique ou numérique. Les épreuves physiques sont définies grâce à des cibles qui sont positionnées dans des champs, le but étant de déposer un petit sac de sable avec une flamme en nylon que l'on appelle un marqueur, soit au centre de la cible, soit à l'extérieur suivant les épreuves. On regarde la table des vents pour voir où ils sont et on va repartir derrière, je pense. Ils vont faire une minimum distance normalement entre la ligne 12 et 14. Les épreuves dites en 3D se réalisent grâce aux outils numériques, tablettes, GPS, tracker. Elles consistent à dessiner des formes dans le ciel en fonction de coordonnées GPS. Nous on l'a fait entre la 12 et la 13. D'accord, bon ben... Ou à effectuer la plus grande ou courte distance. Allez, allons-y. À chaque épreuve, des scores sont calculés pour chacun des pilotes en fonction de leur performance, ce qui permet ainsi de les départager et d'élire le vainqueur de cette compétition. Écoute, ils sont plus... Ouais, ça y va.
l'intersection de la grande route qu'on va récupérer, ça sera à droite. Moi aussi, je suis axé sur mon terrain. Voilà, tu peux t'arrêter là. Il y a la petite radio éteinte aussi. C'est bon, parfait. Les tickets repas, c'est bon. Enfin, Le règlement, oui. la règle sportive, oui. Oui, le petit. Ok. La fiche de courbe de charge Oui. à remplir avant de rentrer dans briefing, ouais. avant le briefing. Et puis là, il y a. Je vais t'expliquer le GPS. La charge c'est bien de ce côté. Hein. De l'autre côté, il y a un trou qui ressemble un peu, mais la charge c'est de ce côté. Tout du même côté. Alors moi je m'appelle Léo Guyot, je suis pilote de montgolfière au sein du club Vent du Futur. Ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai obtenu ma licence. C'est ma première participation en compétition. On connaît une équipe de 5 personnes. On a travaillé depuis le début de l'année tous ensemble afin d'être vraiment prêts, étudier le règlement, préparer le ballon, se préparer au sein de l'équipe. Donc être bien coordonné, avoir une bonne entente. On prépare les élèves déjà dans un premier temps pour qu'ils restent au club. Le but de notre formation, c'est de pérenniser la vie du club et donc on ne fait pas de formation pour vendre de la formation, on fait de la formation pour que des membres restent au club et puis que le club soit durable dans le temps. Cette année, on a Léo Guyot qui s'est inscrit pour sa première participation au championnat de France. Là, ça fait plaisir d'avoir des jeunes qui ont envie de se lancer et puis qui ouvrent une nouvelle voie dans le club. Chers amis, nous sommes particulièrement contents de vous accueillir à nouveau à Arquesnan en janvier. C'est porté candidat tout en ne sachant pas ce qui nous attendait à partir du 15 mars. Néanmoins, on a continué à organiser comme si on le faisait avec Benoît et l'équipe sportive de la fédération. À la fin du confinement, c'est là que se posait la question, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? En commun accord, on a donc décidé de poursuivre cette organisation. Je vais juste vous dire que dans ce contexte très particulier, nous vous faisons confiance pour respecter les gestes barrières. Donc pendant le confinement, la commission médicale, le médecin fédéral et la commission sportive ont mis en place un guide de précautions sanitaires pour la reprise des vols. Quand le déconfinement est arrivé, que nous avons pu reprendre nos vols, nous avons demandé à tous les pilotes adhérents de la fédération de respecter ce protocole sanitaire. Petit à petit, quand nous avons vu qu'il était possible, avec l'évolution de la crise sanitaire, de continuer la préparation du championnat de France, donc nous avons décidé de faire cette préparation en continuité avec le respect des précautions sanitaires du début. Malheureusement, le test d'un de ses équipiers était positif. Après mûre réflexion, avec la direction des vols, le docteur fédéral et le jury, j'ai finalement demandé à Nicolas de se retirer définitivement de la compétition. Nous avions demandé des tests de prélèvement PCR par précaution et parmi des équipages, un équipier s'est révélé positif au Covid. Donc nous l'avons su très rapidement avant le début du championnat. Bon, je comprends qu'ils aient été frustrés parce qu'on a toujours envie de participer, surtout que le pilote a toujours été bien classé. À partir de ce soir, les briefings ne se dérouleront plus à l'intérieur et nous ferons des briefings à l'extérieur. On appelle nous le briefing général, c'est-à-dire le rassemblement et la discussion de l'épreuve. Les briefings étaient prévus dans une salle polyvalente qui était une grande salle où nous avions déjà prévu la distanciation et le gel hydroalcoolique et le port du masque dans cette salle, mais pour encore plus de précautions, nous avons extériorisé ces briefings. Avant le briefing, il y aura un contrôle de température pour
tous les pilotes et équipiers étant autorisés à ce briefing. Au niveau du respect du protocole sanitaire, on peut dire que les pilotes ont joué le jeu à fond. À partir du moment où ils sont dans un cadre de regroupement de personnes, ils portent le masque en toutes circonstances. Les pilotes solo, bien entendu, quand ils volent, ne portent pas le masque. Et on a des équipages qui sont des équipages familiaux qui n'ont pas besoin de porter le masque quand ils sont à bord, puisqu'ils font partie de la même famille. Juste pour préciser, on a décalé volontairement la période de décollage à 7 heures pour pouvoir faire un dernier point par rapport aux images radar. Toutes les épreuves se jouent dans l'ordre. Pour l'épreuve 5, donc la cible est ouverte à tout moment. On entend par la cible donc les deux bras de la cible. Une déclaration possible de 2 buts à faire avant le passage de la ligne horizontale 0-2-0-0. La MMA et la carte de compétition sont ouvertes avec des créneaux qui sont définis. Fin du briefing, bon vol. « 6h30 du matin, après avoir suivi un rapide briefing à 6h moins le quart, les 35 participants sont partis sur les routes du Doubs et du Jura pour trouver l'endroit idéal de s'envoler. De nombreux arrêts sont nécessaires pour voir si les conditions météo sont bonnes. Peu de temps avant le départ, l'orage et la pluie étaient de la partie. Finalement, à 7h du matin, la majorité des participants s'arrêtent et commencent à préparer leur ballon pour s'envoler. Bastien Lefrançois est accompagné de 2 coéquipiers qui l'aident à étendre le ballon, à mettre la nacelle en place. Et peu de temps après, les premières flammes jaillissent pour gonfler le ballon. Pour son plus grand bonheur, les conditions météorologiques sont de nouveau bonnes. L'échéance était à 7h, il est 7h02, donc on y va. Au début, on commence par un championnat et puis on est vite pris au jeu et on veut toujours en faire plus et on en fait 3-4 par an. C'est aussi un sport au niveau mental, beaucoup de calculs, beaucoup de réflexion.
Je suis venu à la compétition parce que j'avais besoin d'affiner le pilotage. C'est quand même une richesse de pouvoir faire équipe à plusieurs ballons. Bonjour, je m'appelle Pauline Collin. Je suis pilote de montgolfière depuis maintenant presque 8 ans. J'ai connu la montgolfière grâce à mes parents qui un jour, ayant offert un vol de planeur à ma sœur, en attendant, on a rencontré des pilotes qui nous ont dit venez nous voir décoller, et de fil en aiguille, mon papa est devenu équipier, puis pilote, et puis depuis que j'ai 3 ans, je connais ça, j'ai presque dormi dedans pendant les siestes, et c'était une évidence pour moi de devenir pilote derrière. Pour venir au championnat de France, tout d'abord, on relit le règlement intensément, on l'apprend presque par cœur. Ensuite, lors de vols d'entraînement, on va se fixer des objectifs, des cibles virtuelles, des cibles au sol. On a la récup qui vient et qui nous met un joli gilet jaune au milieu d'un champ. On va s'entraîner comme ça, et en plus, pour tenir le rythme, on essaie d'avoir une bonne hygiène de vie, un petit peu de sport, de la course à pied, de la marche pour s'entretenir. Au niveau de la parité dans la montgolfière, c'est vrai qu'il y a une majorité d'hommes présents. Mais en tant que femme, je me suis retrouvée très bien accueillie par tous ces hommes. Et pour la compétition, on est quelques femmes et finalement, ça ne fait pas la différence entre nous. L'avantage de la montgolfière, c'est que ça a beau être un sport qui demande des efforts physiques, puisqu'en effet, il y a du matériel très lourd, etc. C'est avant tout un sport de pilotage et de perception en fait, d'un vol, et je ne pense pas qu'il y ait quelconque différence entre le fait d'être une femme ou un homme. Je pense que ces compétences-là et ces qualités dépendent entièrement juste de la personne qui pilote et des personnes dont elle s'entoure. On va dire qu'en tant que pilote femme, effectivement, on n'est pas très nombreuses là aujourd'hui. Cette année au championnat de France, on est seulement 3 sur les 33 participants, ce qui est assez, le pourcentage à peu près de toutes les compétitions, même à l'international, on est entre 5 et 10 pilotes sur une centaine de pilotes au total. C'est vrai qu'aujourd'hui, le ballon est quand même beaucoup plus démocratisé. La fédération fait aussi un gros travail de communication et de facilitation pour les femmes, pour les jeunes, pour pouvoir devenir pilote et pour pouvoir aussi participer en tant qu'équipier, parce que le ballon est accessible à tous. C'est un sport d'équipe. C'est-à-dire qu'un pilote ne peut pas voler tout seul. Généralement, une équipe est composée de 4 personnes, avec un pilote et un navigateur en l'air et un pilote et un navigateur de la voiture. Chacun met ses compétences en fait, au service de l'équipe pour faire en sorte de remporter ensemble des épreuves. L'équipe est vraiment la force du pilote. Un navigateur en vol, je pourrais rien faire sans lui, et au sol non plus. Et puis chacun a vraiment son rôle. Donc ouais, je suis très content, je suis vraiment fier d'avoir autour de moi une équipe avec toutes ces valeurs, tout ce tempérament. L'équipe au sol n'a pas moins d'importance que l'équipe en l'air. On a besoin des informations qui viennent du sol, on a besoin d'avoir leur point de vue sur les ballons qui arrivent sur les cibles, d'arriver à se mesurer aux autres, même si ce n'est pas dans un mauvais esprit de compétition qui pourrait être un peu rival. C'est toujours très amical, au contraire. Et voilà, c'est un sport qui a un bon fond, mais c'est avant tout un sport d'équipe. Si on veut tout faire dans le championnat, tout seul, on ne peut pas y arriver. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, j'arrive quand même bien à me reposer sur mon équipe, et pour ça je les remercie parce qu'ils m'aident beaucoup, et je trouve qu'on débrouille plutôt pas mal pour un premier championnat. Alors moi, pour la sélection de mon équipage, il y a beaucoup de l'affinité parce qu'on est en famille. J'ai mon papa, mon beau-frère et mon copain avec moi. Tout le monde connaît un petit peu le ballon, donc tout le monde a un peu plus ou moins ses compétences. Donc mon beau-frère, qui est un peu plus jeune au niveau numérique, tablette, etc., il vient dans le ballon avec moi pour m'aider. C'est aussi un jeune pilote, du coup ça lui fait de l'expérience. Et au sol, j'ai mon papa qui est du coup équipier depuis des années et des années. C'est mon copain qui devient équipier tout doucement. Pour composer l'équipe, c'est les affinités déjà, et c'est sûr que on va s'entendre parce qu'on va passer une semaine ensemble, donc c'est assez important. D'avoir des gens qui sont volontaires, capables de se lever le matin et de se coucher un peu tard, parce que le rythme est décalé et pas forcément facile à suivre. Ça a beau être que 4 jours, c'est quand même toujours une compétition très intense, avec 2 journées par jour. Alors une journée type de championnat, elle se décompose en 2 temps qui vont être similaires, un vol le matin, un vol le soir. 2 journées en une parce qu'on ne vole qu'avec le lever du soleil et le coucher du soleil. Donc avec un réveil très matinal avant le lever du soleil. Vers 4h, 4h30 du matin. En allant vers la salle de briefing où on va avoir les informations de vol, à faire des relevés d'informations météo avec les prévisions qu'on peut avoir sur des sites spécialisés. On commence le petit déjeuner, le briefing. À cet horaire de briefing là, on
on doit être présent dans la salle. On a un appel de tous les compétiteurs durant lequel on nous donne les feuilles de compétition pour ce vol-là avec les feuilles météo. Donc c'est à ce moment-là qu'on va prendre connaissance des différentes cibles et différentes épreuves qu'on va avoir à faire pendant le vol. C'est un temps durant lequel nous c'est très important de préparer notre tablette de vol. On utilise des logiciels spécialisés pour positionner nos cibles et ensuite pouvoir avoir une bonne visibilité du vol en global. C'est à ce moment-là aussi qu'on choisit l'endroit où on va potentiellement aller décoller ou en tout cas aller faire des pilots pour cibler la zone de décollage. Un pilot, alors c'est un petit ballon d'hélium. Selon où il s'oriente, il nous donne le cap et on peut supposer la vitesse aussi en fonction de l'angle qu'il prend. L'atmosphère, c'est comme un gros millefeuille, quoi. Donc il y a plusieurs couches et en fonction de toutes ces couches, les caps et les vitesses sont différentes. Et au moins, nous, ça nous permet de guider, de faire cette guidance au sol, quoi, pour les pilotes et les navigateurs. On a une période de décollage aussi définie dans la feuille d'épreuve qu'il faut respecter. Et une durée de vol aussi imposée, puisque la fin des épreuves est aussi définie par un horaire. Ensuite, à la fin du vol, on revient au centre de compétition et à ce moment-là, on doit ramener une feuille qui débriefe notre vol en expliquant qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait comme épreuve, etc. et comme cible, comme résultat. Ce qui va permettre après à la direction des vols de comparer eux ce qu'ils peuvent analyser dans notre trace GPS et ce que nous on a déclaré. C'est la première étape de l'analyse de trace, c'est de récupérer les informations des vols des pilotes. Donc ils reviennent là un par un et ils nous ramènent leur feuille de vol avec leur estimation, leur longueur et surtout leur trace de vol pour qu'on puisse après l'analyser et rechercher les résultats. Donc là on voit un exemple de vol, la trace rouge qu'on voit sur l'écran avec le décollage. Après on voit la première marque sur la première épreuve, la deuxième et puis après ils sont revenus ici sur la troisième et la dernière épreuve qu'on voit en haut. Alors là, c'est une simple vérification pour voir qu'on a bien l'enregistrement et après, on va analyser ça plus en détail avec à chaque point les altitudes et les résultats soit mesurés par l'équipe des mesures au sol, soit mesurés en 3D virtuel. Ensuite, on remplit les bouteilles de gaz. Ça, c'est un élément très important aussi parce qu'on va revoler, comme je disais tout à l'heure, le soir en fin de journée. Donc on remplit les bouteilles de gaz. Ensuite, on a un temps effectivement un peu plus calme pour pouvoir aller se restaurer et se reposer surtout. Très important parce qu'on s'est levé très tôt le matin. Donc là, on essaye de récupérer de cette grande matinée. On se repose finalement au milieu de journée et on recommence cet enchaînement-là en fin d'après-midi. À 16h, le même rythme avec un briefing à 18h, avec le choix d'un décollage, le vol, l'atterrissage, le gaz, le dîner. Et c'est vrai que si on arrive à se coucher vers minuit, c'est chouette pour se relever ensuite à 4h du matin. Donc c'est vrai que c'est 2 journées totalement condensées en une. Alors, nous sommes vendredi 14 août, il est à peine 6h. Nous venons de sortir du briefing d'épreuve de ce 3e vol de championnat de France 2020. Hop, on va faire comme ça. Ici, impressionnant. Et on va décoller là où il y a ma flèche rose ici. Voilà. Du monde devant. Oui, c'est bizarre, il est 6h30, il n'est pas encore 6h30, il y a beaucoup de trafic dans cette... T'as vu au niveau du temps là, les nuages quand même ? Ça va avancer vite, hein, Alex. Ouais.
peu, oui. Alors ce matin, on a décollé et puis on a eu un petit souci. Au bout de 2 minutes de vol, on s'est retourné et on s'est rendu compte qu'il pleuvait derrière nous, 500 mètres derrière. Et en 1 minute, on commençait déjà à sentir des gouttes sur les ballons. Donc moi, j'ai pris la décision de me poser immédiatement. Donc j'ai pris un champ tout de suite en dessous de moi et j'ai pas tenté de faire la première cible. Tant pis, mais je savais pas s'il allait avoir un coup de vent, je savais pas s'il allait avoir du tonnerre, il pouvait grêler, pleuvoir plus fort. On sèche. On sèche. On sèche le ballon. On a fait un vol un petit peu space, donc on a eu la chance d'avoir ce joli terrain pour poser à côté de la cible. On s'en est pas privé puisque le vol était annulé. L'élément important, ça a été la quantité de pluie et la rapidité à laquelle elle est arrivée. La pluie en elle-même n'est pas un élément dangereux pour le ballon, même si ça alourdit le ballon et que ce n'est pas tout à fait le même contexte. S'il n'y a pas trop de vent et que l'intensité de la pluie n'est pas trop importante, on peut voler, quoi. Mais là, c'était vraiment un gros grain, comme on appelle. Par contre, effectivement, les orages, ça c'est typiquement un élément sur lequel on doit être intransigeant. Enfin, les orages ou certaines conditions de vent trop rafaleuses ou trop rapides qui nous ont amenés à annuler d'autres vols sur ce championnat, alors que pour le public, quand il levait la tête, il faisait beau, il faisait doux. Voilà. C'est juste qu'il y avait des risques d'orage liés aux chaleurs et que ça, c'est sécuritaire. C'était une sage décision de la direction des vols d'arrêter. Et c'était peut-être un peu difficile pour eux de la prendre avant qu'on décolle, mais c'est bien d'avoir réagi assez rapidement. L'élément primant, c'est la sécurité. Après, c'est très compliqué quand on est au sol, on n'a pas forcément tous les éléments de ce qui se passe. La décision, la sécurité du vol, elle se fait au moment où on prend la décision de voler. C'est là qu'on se rend compte qu'on maîtrise vraiment pas les éléments de la nature. On a des changements climatiques importants, des périodes qui deviennent plutôt des périodes cycliques, des cycles de forte chaleur, des cycles de vent, des cycles de pluie. Il faut s'adapter en fait sans arrêt aux changements climatiques. Et ce que je redis aux pilotes, c'est que c'est toujours eux les maîtres à bord de leur engin et qui doivent prendre des bonnes décisions. C'est-à-dire que si effectivement on n'a pas annulé une épreuve alors que derrière ils estiment qu'elle est dangereuse, c'est tout à fait à eux de se poser. La fameuse phrase de l'aérostation, vaut mieux regretter d'être au sol que d'être en l'air. Finalement, il n'y a qu'un seul vrai danger quand on vole, c'est la ligne électrique. Pour votre sécurité, on a supprimé tous les réenclenchements. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le montgolfière viendrait à rentrer dans un réseau électrique, et à le faire disjoncter. De manière automatique, en temps normal, nous réenclenchons le courant à distance. Et donc, exceptionnellement, sur tout le lieu de la manifestation, et jour par jour, ces réenclenchements sont supprimés. Si les réenclenchements sont supprimés, le premier contact, lui, est le courant. Et un contact avec une ligne d'un électrique, ça peut faire beaucoup de dégâts, vous savez. Si vous vous éloignez, ne vous éloignez pas en courant, et surtout pas en faisant des pas normaux. Essayez de vous éloigner rapidement, mais à petits pas. Des petits pas de 50 cm, pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle le pas de tension. Exactement, pour ceux qui ne savent pas, comme si vous envoyez un caillou au milieu de l'eau, par cercle concentrique, en fait, le courant, quand il touche le sol, il va s'éloigner également de l'endroit où vous êtes. Et lorsque vous marchez avec un pas normal, vous avez une potentialité de mettre les 2 pieds sur 2 potentiels différents et donc d'être électrisé. D'où l'intérêt de s'éloigner à petits pas. Quand on va sur une cible, on essaie d'aller au plus proche du sol. Et sur une approche, parfois, on est obligé de voler à 50 mètres ou un peu moins. Et donc c'est dans ces moments-là on se met au risque. Et on parle des lignes électriques, donc ça c'est un danger pour nous directement. Et il y a un autre danger, c'est les animaux.
Donc là, on n'est pas un danger pour eux, enfin, spécialement, il n'y a pas de danger de mort, etc. Mais c'est plus pour le respect du travail des agriculteurs qui est important. Et ce qu'on explique, c'est qu'on est là pour partager la campagne et profiter du grand air ici et des champs qui sont offerts par tous les agriculteurs français. Pour devenir pilote de montgolfière, il faut faire une formation de 16 heures de vol minimum, dont 2 heures en vol solo. Et puis après, c'est un petit peu comme le permis de conduire, il y a une partie théorique et une partie pratique. On commence tout d'abord par la conduite accompagnée en l'air. Donc on vole avec un instructeur. Pendant tout ce temps-là, on apprend les règles de l'air, comme on pourrait apprendre quand on roule sur la route, les différents panneaux. Ensuite, on a une théorie à passer, l'équivalent du code de la route, mais du coup, le code des airs. Et ensuite, on a 2 vols à faire en solo. Donc tout seul dans la nacelle, donc comme pour le permis de conduire, un vol test à la fin qui déclare si oui ou non on est apte à être pilote après notre formation. En tant que navigateur, j'avais pas les mêmes épreuves préférées qu'en tant que pilote. Le rôle du navigateur, ça consiste à aider au maximum le pilote à affiner son pilotage. D'abord en amont du vol, au briefing de la direction des vols, on reçoit des prévisions météo et puis des épreuves. En fonction de ça, en tant que navigateur, je vais préparer un plan de vol et une stratégie. Et ensuite, une fois qu'on décolle, je vais recevoir plein d'informations sur une tablette numérique. Je vois mon point qui se déplace et puis je reçois plein d'informations comme la vitesse, le cap, l'altitude. En tant que navigateur, j'aimais bien me prendre la tête sur des épreuves très complexes. Et là, comme il faut tout faire, comme il faut penser à tout, les épreuves de la cible au milieu du champ qu'on voit après le décollage, on n'a pas besoin de tablette, on n'a pas besoin de grand-chose. On la voit, on voit les autres ballons, on voit la masse d'air, ça c'est une connexion directe, j'aime bien. Tout simplement parce que ça concrétise vraiment tout le travail qu'il y a à faire pour arriver sur une cible. Le marqueur qu'on essaye de lancer au centre de la croix, c'est une sorte d'aboutissement de tout le travail qu'il y a eu en amont. Cible de 5 mètres sur 5 mètres dans un champ. Je préfère ces cibles-là qu'on peut avoir en visuel que les épreuves 3D, par exemple comme les étoiles où on n'a aucun repère. Ces épreuves dans le ciel qui sont un peu virtuelles, c'est un peu du jeu vidéo. On nous donne un point qui va être le centre de 3 cercles de diamètres différents. Et en fait, c'est comme 3 cercles qui se superposent comme une pièce montée d'un mariage et où il va falloir essayer de faire un maximum de distance dans chacune des parties de ce gâteau. Pour moi, l'épreuve que je vais préférer, ça va être le triangle. Donc où le but, ça va être de faire le triangle de la plus grande surface possible. Je trouve que c'est assez rigolo de pouvoir réussir à se diriger et à faire vraiment un triangle, changer de direction aussi rapidement et avec autant de degrés d'écart. Je trouve ça c'est quand même une belle prouesse qu'on est capable de faire. Maintenant, plus en détail, qu'est-ce qu'une cible et que se passe-t-il? Les équipes de mesure ont un travail préalable à ce championnat, c'est de repérer les terrains qui vont pouvoir accueillir une cible, pas près d'une grande route type nationale, des lignes électriques qui soient à 200 mètres, avec une approche qui permette aux ballons de pouvoir monter et descendre une fois qu'ils auront, entre guillemets, marqué sur leur cible. Comment, avec une montgolfière, peut-on marquer? Au moment du briefing, ils sont partis avec un marqueur, qui est un petit sac de sable avec une flamme. Le but du jeu étant de lancer le marqueur pour qu'il soit le plus proche possible du centre de la cible. Il y a 2 types de marquage possibles pour les pilotes.
marquage libre, c'est-à-dire qu'il peut faire tourner le marqueur avec la flamme et le lancer, ou alors marquage par gravité, et là, ils devront poser le marqueur en dehors de la nacelle et le laisser tomber. Il n'y aura pas de mouvement donné au marqueur. Donc nous, notre travail, c'est d'installer, bien entendu, avant que les ballons arrivent. On a des coordonnées GPS pour le centre de la cible, qui nous est donné par la direction des vols. Donc on pose notre cible, on vérifie que la cible est au bon endroit, on la déploie et ensuite on a aussi l'indication de l'aire de marquage possible, c'est-à-dire la MMA. MMA, c'est l'aire de marquage. Si les pilotes envoient leur marqueur en dehors de l'aire de marquage, le marqueur sera récupéré mais ne sera pas mesuré et donc ils ne pourront pas inscrire de points sur cette épreuve-là. L'épreuve d'aujourd'hui, c'est une valse hésitation. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cibles proposées aux pilotes et c'est eux qui choisissent la cible sur laquelle ils vont marquer. Mon épreuve préférée, je ne vais pas être très original, hein, c'est la valse hésitation. C'est d'aller sur la cible, voilà, lâcher son marqueur le plus près de la cible. Puis là, on sent vraiment la compétence du pilote. Pour moi, c'est l'épreuve reine sur un championnat. Bon, c'est pas forcément celle que je réussis le plus, mais c'est celle que j'apprécie en tout cas. Au niveau adrénaline, c'est la meilleure. Quand tout le monde est passé, la cible ferme pour aujourd'hui à 8h30 et donc à partir de 8h30, tous les marqueurs au sol seront repérés et nous mesurerons à partir du centre de la cible où est tombé le marqueur. Et c'est comme ça que nous donnerons la feuille de score au retour et les scoreurs calculeront le nombre de points que marquera chaque pilote. Les pilotes doivent être le plus précis pendant leur vol. Donc soit ils jettent un marqueur sur la cible, ce petit sac de sable effectivement lesté qui permet de dire je suis passé là. Et puis un autre moyen de dire je suis passé là, c'est de biper sur la zapette, d'appuyer sur le petit bouton du GPS traceur pour enregistrer un point de passage. On va aussi comme ça vérifier qu'il ne passe pas dans les zones interdites, qu'il décolle aux heures dites. Enfin, on contrôle vraiment une analyse de trace globale pour contrôler le vol et découvrir ce qu'ont fait les pilotes pendant le vol. Moi, les premiers démarrages, c'était vraiment le tout début des GPS. On avait un altimètre, un variomètre, une carte papier. Et puis aujourd'hui, on est arrivé à organiser le vol directement sur une tablette. La carte papier, on ne l'a plus. Enfin, moi, j'ai encore une expérience très récente, puisque c'était hier où mon équipement informatique est tombé en panne. On se retrouve à l'ancienne, mais même à l'ancienne, là, j'y arrivais plus, parce que j'avais même plus l'équipement ancien. Si vous n'êtes pas équipé du matériel informatique qui vous mesure à la fois l'altitude et la position sur la carte, vous ne pouvez absolument rien faire. Après, voilà, hier matin, il m'est arrivé aussi le même problème. Mon ordi est tombé en panne juste au briefing avant le vol. Donc là, on a dû s'adapter avec les tablettes, les téléphones, mais voilà, donc ça a fait un petit coup de pression. On n'a pas fait des bons résultats non plus, mais voilà, on a limité la casse, on va dire, pour faire les meilleurs résultats possibles. Le camping La Saline, c'est un petit camping de 36 emplacements. Donc effectivement, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir les championnats de France de montgolfière. Donc ça fait une petite animation dans le camping avec des passages de 30-40 montgolfières au-dessus du camping chaque matin. Les campeurs se réveillent parfois exprès pour aller voir les montgolfières. La Saline Royale, c'est un monument UNESCO en Franche-Comté qui accueille à peu près 130 000 visiteurs chaque année. C'était d'abord une manufacture de sel qui a été créée sous Louis XV et conçue, construite par Claude Nicolas Ledoux, qui est l'un des architectes visionnaires les plus connus de son époque, au siècle des Lumières. C'est aujourd'hui un centre culturel principalement. Avant de devenir ce centre culturel, la Saline a eu plusieurs vies. Donc d'abord une manufacture de sel, où on avait à peu près 200 ouvriers qui pouvaient travailler en fonction de l'époque ici pour produire du sel, qui était central dans l'économie du pays. Et puis après 115 ans d'exploitation industrielle, eh bien, la Saline a arrêté toute activité et est restée un peu muette pendant plusieurs décennies, jusqu'à ce que dans les années 60-70, elle retrouve une nouvelle vocation. Dès 1975, on a commencé à organiser des fêtes du ciel. Le président de l'époque de la Saline Royale, Serge Antoine, qui était lui-même passionné de montgolfière également, et donc a participé, comme le maire actuel du village, Jacques Maurice, est un passionné, un aérostier également, et a
bien connu Serge Antoine et toute cette époque de développement à la fois culturel, sportif et scientifique. Et depuis cette date-là, ça a changé de nom régulièrement, mais chaque année, le deuxième week-end de septembre, nous organisons un traditionnel rassemblement qui regroupe environ 40 à 45 montgolfières. Autour de la Saline, autour des fêtes de l'air qui réunissaient de très nombreux passionnés tous les ans. On a beaucoup tendance à associer le Club Vent du Futur à la Saline Royale. Bon, quelquefois on dit « Ah, je vais à Arquestan la Saline. Ah, c'est là qu'il y a des montgolfières. » Voilà. Bien, donc ça c'est une image parce qu'effectivement, c'est au départ de l'intérieur de la Saline qu'ont commencé les premières manifestations que nous organisons au mois de septembre. Nous sommes le 15 août au matin, dernier jour du championnat, dernier vol de compétition et nous avons 1, 2, 3 et 4 épreuves. Alors, à titre très personnel, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir décoller et voler en montgolfière le jour de mon arrivée ici en 2012 à Arquesonant. C'était vraiment un très beau cadeau d'accueil. J'arrivais comme directeur adjoint de cette institution patrimoniale et donc j'ai été connecté tout de suite à cette histoire assez longue de plusieurs décennies entre le monde des aérostiers et le monde de la Saline Royale. Et donc c'est vrai que c'est un rêve de gosse en fait, qui se réalise. C'était mon premier vol de ma vie en montgolfière. Et moi-même qui suis parfois un peu sujet au vertige, j'ai découvert qu'en montgolfière, on ne pouvait pas vraiment avoir le vertige. On n'est pas rattaché au sol, donc on se laisse complètement porter par ses émotions et c'est le rêve qui prend la place de petites angoisses qu'on pourrait avoir quand on ne connaît pas. Je pense que je retiendrai vraiment les deux choses de la montgolfière, aussi bien le côté apaisant, où on n'a pas le choix de se laisser porter par les vents, parce qu'on n'est pas décisionnaire de la météo. On doit faire avec,
Mais je retiendrai aussi le côté adrénaline, dans le sens où on est quand même dans une compétition. Le but, c'est de faire le plus de points possible. Et voilà, de toujours vouloir être meilleur que l'année dernière. Au bout d'une heure de vol, où on a donné tout ce qu'on pouvait pour les cibles, etc. Et puis à l'atterrissage, on se rend compte qu'on n'a même pas pensé à prendre une minute pour regarder autour de nous. On sent qu'on le vit vraiment comme un sport au moment de la compétition. Quand vous êtes en descente froide à 10 mètres secondes sur une cible, le sol approche très vite, il y a des ballons autour. L'aspect sécurité est très important aussi, donc pour moi c'est un sport à part entière. Il y a une part de chance dans le ballon, mais c'est pas d'aider. L'entraînement va compter, l'expérience, le recul, et ça c'est vraiment l'aspect sportif. Le juge de paix, c'est les résultats. Donc en fonction des résultats, on est surpris, parfois de façon positive, parfois de façon négative. Et ça influe beaucoup sur le moral, parce que mentalement, c'est quand même quelque chose de... Enfin, le mental en compétition, comme tous les sports, c'est très important. Parfois c'est difficile, mais c'est aussi la niaque qui vient avec ça, c'est aussi beaucoup de choses. Et un championnat, ça ne se gagne pas sans le vouloir. S'il n'y a pas l'envie de gagner, s'il n'y a pas le mécontentement de rater une épreuve, on n'a pas d'engagement. C'est ça qui nous a menés au bout, je pense, plusieurs fois. Il veut faire 1 mètre de plus, voilà, c'est toujours aller plus loin, plus loin, plus loin. Honnêtement, je ne pensais pas qu'on se retrouve à cette place ce midi là. Voilà, c'est quand même assez une surprise, mais du coup c'est les aléas de la compétition à Montgolfière. C'est simplement quand tu aimes un truc, que tu veux te donner les moyens d'y accéder, quand tes parents ne sont pas forcément orientés là-dedans, je sais pas, c'est une passion qui est vraiment très présente depuis que je suis enfant. La passion a fait que beaucoup de gens m'ont aidé aussi à accéder à devenir pilote, à intégrer des associations, à parcourir des meetings. Puis c'est un moyen de partage et de fraternité qui est vraiment important. Dans tous les cas, le ballon, c'est quelque chose qu'on va partager. On fait ça parce qu'on aime être 4 dans une équipe, 5 dans une équipe. Des choses qu'on se rappellera dans quelques années, on repensera à notre premier championnat, on a eu ça, donc voilà, moi j'aime beaucoup me forger des souvenirs et puis toujours continuer de voler. C'est une activité très marginale, mais qui apporte tellement de rêves, de passion, etc. que voilà, il y a beaucoup de monde qui souhaite découvrir notre activité. C'était peut-être un sport confidentiel il y a quelques années, qu'actuellement il y a beaucoup plus de jeunes qui le pratiquent. Il y a des compétitions internationales. Participer à des compétitions internationales, moi c'est ce dont j'ai toujours rêvé. La montgolfière nous sort de notre zone de confort et il faut toujours essayer de jongler avec les aléas. On va dire un sport qui exige à la fois de la rigueur et puis de la vigilance. Alors c'est l'écoute en fait. C'est l'écoute. La patience, c'est l'école de la patience en fait, la montgolfière. De l'humilité, ça reste un des rares moyens de transport où on n'a ni gouvernail ni moteur. On reste dépendant du vent, des conditions météo. Des fois, on se dit, super, j'ai fait le clocher d'église, etc., c'est génial. Et puis quand on vient se coller aux meilleurs pilotes français ou même étrangers, et on s'aperçoit qu'on est loin de la vérité, ça nous remet un peu à notre place. Et je trouve que c'est la même sensation que quand on vole en ballon, qu'on est à 1000 mètres d'altitude et qu'on s'aperçoit qu'en fait on est tout petit dans ce monde et qu'on est peu de choses en fait. Pour moi c'est un peu une belle allégorie de la vie d'une manière générale. Et je pense qu'une fois qu'on a goûté à la montgolfière, on perçoit les choses tout à fait différemment. J'aime le fait de ne pas savoir ce qui va se passer. Je veux dire par là de jamais se poser au même endroit, de jamais faire le même vol, c'est ça que j'aime. C'est le partage d'une passion, c'est le partage de moments hyper précieux, de situations un peu improbables qu'on est amené à vivre pendant ces moments-là. Et je trouve que ça complète bien la majestuosité qu'on peut apporter juste au vol de montgolfière. Pour moi, la montgolfière, c'est tout simplement un plaisir et une passion.